Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, GMT. Le conflit ouvert opposant Patricia Tomaino Ndamjoya et Donatien Boyomon est allé jusqu'au dernier round, à savoir la cérémonie d'installation du successeur du préfet sortant à la tête du département du Noun. À l'origine de cet épilogue, l'absence du nom du maire de la ville de Foumban sur la liste des personnalités qui devraient s'exprimer pour cette occasion-là. Patricia Tomaino Ndamjoya fera interrompre la cérémonie avant de délivrer ce message. Je la cite. Nous sommes ici ce jour par expérience pour ouvrir les yeux de tous, de se garder de tomber dans le piège qui consiste, une fois arrivé dans le Noun, au lieu de servir la République, de devenir des vassaux. Fin de citation. Cet épisode, comme les précédents, ayant opposé les deux autorités, intervient au moment où les tensions entre le sultan roi des Bamoun, avec le sultan le roi des Bamoun, à propos de la reconstruction des portes d'entrée de la ville de Foumban, sont à leur paroxysme. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Reconstruction de la porte d'entrée de la ville de Foumban et installation du préfet du Noun. Foumban au cœur de l'actualité. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir. Monsieur Saint-Jalin autour, le journaliste de l'année 2020, pour ce qui me concerne, particulièrement la télévision du monde, télévision du peuple, et pas extrapolation. Cela dit, je voudrais dire bonsoir, un bonsoir particulier à Madame le maire de Foumban, qui nous montre en ses débuts d'année ce que c'est qu'une république. Et je voudrais continuer en disant que beaucoup de populations de diverses origines, de différentes régions, devraient s'inspirer de la population du Foumban qui nous montre le chemin à suivre, qui nous montre la distanciation entre les autorités administratives et les autorités traditionnelles qui ne devraient jamais faire corps avec l'administration au détriment de leur population. Je voudrais terminer en disant bonsoir à mes chers copanélistes, tout en leur souhaitant une très bonne et heureuse année 2021, parce que c'est la première fois en cette année que je me trouve sur ce plateau. Je vous remercie. Merci. Vous n'avez pas salué Mamadou Mota? Saint-Germain, par là vous êtes en train de retourner le couteau dans la plaie. Bonne année. Si je voudrais m'en tenir à ça, je crois que j'ai eu à le dire. Je ne sais pas. Mamadou Mota, qu'on a suffisamment fracassé, est en quelque sorte le symbole de ce qui ne devrait pas exister. Parce que c'est à travers ce genre d'actes que nous avons vécu, dont vos collaborateurs en ont fait large écho, que nous en sommes arrivés à la crise au Nosso. À la crise dont on ne tire aucune conséquence, puisque par la suite, nous avons le professeur Alain Fouguet-Pédon qui l'a rejoint dans le cachot de la dictature, Bibou Nissak, Salman Béaz qui aurait pu se retrouver là où je suis, ainsi que nos multiples amis politiques qui, pour avoir seulement manifesté à main nue, se retrouvent là. Et je saisis cette opportunité pour vous dire grandement merci d'avoir rappelé ça dans ma mémoire. Déjà, est-il que je vous ai dit que c'est un couteau que vous résumez dans la plaie parce que j'enrage. Ce pays n'a pas besoin de ça en ce début d'année, voyez-vous. Il me semble que le ministre de la Communication, dans l'une de ses sorties, comme ils en ont, avait dit après avoir séquestré son excellent de bilantisme, le professeur Maurice Kamto, qui est le président élu du Cameroun en droit, par opposition au président de fait qui gouverne, qu'après la mascarade électorale, je crois les élections régionales, ils allaient devoir libérer toutes ces personnes. Mais comme ce sont des gens qui ne respectent aucune parole, c'est tout malheureusement que nous en sommes là encore à ternir l'image de
de notre pays à l'extérieur par ce genre d'actes qui sont constitutifs ou qui sacralisent la fin des états de droit. Ok. Xavier Bellemé Annan, j'y suis parvenu cette fois-ci, non? Oui, exact, merci. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher Alain. Et Serge Alain, autant pour moi, excusez-moi. Et je voudrais d'abord ici vous adresser de meilleurs vœux, vous particulièrement, parce qu'à travers cette émission, vous animez depuis un certain temps, et beaucoup de concitoyens essaient d'être édifiés chaque soir. Je voudrais, avec votre permission, adresser de meilleurs vœux de bonne année, particulièrement à certains de vos téléspectateurs qui sont à Ibolova. Je pense ici à la famille Didier Annan et à ses filles Pengras qui sont vos fidèles téléspectateurs à Ibolova en ce moment et tous les citoyens de cette ville. Chaque soir, ils sont scotchés avec une autre soir. Je voudrais ici leur dire bonsoir, particulièrement les adresser mes meilleurs vœux. Et aussi mes citoyens, mes co-citoyens, autant pour moi, des deux régions du nord-ouest et sud-ouest, qui sont en proie, et particulièrement d'abord les militants du SDF de ces régions qui souffrent le martyre depuis 4 ans, à cause des extrémismes de tous bords, parce qu'ils expriment leur opinion qui est contraire à leur entreprise macabre, que ce soit ceux de droite ou de gauche, parce qu'il y a les uns qui veulent la sécession et d'autres qui sont contre la forme de l'État, et eux qui sont porteurs d'un projet fédéralitaire, la forme de l'État fédéral. Malheureusement, ils sont pris entre les deux faits de deux extrémistes de tous bords, dont je profite ici pour condamner fermement, et que je les encourage et je les remercie beaucoup pour leur témérité, pour leur détermination. Et j'adresse mes meilleurs vœux pour finir à mes copanélistes qui sont sur ce plateau, et bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir Martin Zan. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge Alain Otto. Et je profite de cette occasion pour dire un bonsoir particulier à une jeune dame du Noun, d'une beauté angélique, dame Ngoutane Mariatou, qui est une digne fille du Noun. Et en passant, je dirais aussi bonsoir à tous les téléspectateurs et aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement d'Onkolmatet. Merci. Voilà, merci. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci de l'invitation. Je voudrais, avec votre permission, adresser toute ma déférence au sultan, le sénateur Ibrahim Bombon-Djoya. Je voudrais saluer toutes les notabilités royales du Noun et saluer également ma modeste famille qui nous suit en ce moment. Vous ne saluez pas le maire de la ville de Fumban? Le maire fait partie de la population. Elle est citoyenne, comme tout le reste. Merci, merci Alain. Alors bonsoir Fumban. Merci Alain Djipo. Alain Djipo, vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Fumban, cette cérémonie d'installation où l'actualité est, où on va dire comme ça que le maire a fait de l'actualité. On ne va pas hésiter à le dire. Pourquoi on a tenté de bafouer les usages? Pourquoi exclure ce pan important de l'Even Flow, c'est-à-dire la prise de parole du maire de la ville pour accueillir celui qui arrive? Comment on en arrive là? Expliquez-nous. Bon, je crois que ces derniers temps, les rapports sont un peu conflictogènes entre la mairesse de Fumban et l'autorité royale du Noun, Tomaino Ndamjoya et le sultan. Et de mon modeste point de vue, j'ai le sentiment qu'on échafaude des schémas pour renforcer cette situation conflictuelle. Or, ce qui est arrivé hier aurait pu tout simplement ne pas se passer. On aurait pu se passer de cet épisode-là qui vient encore allumer la flamme de la zizanie, la flamme de la rancœur, la flamme de la haine et des querelles byzantines inutiles. Au cours d'une cérémonie protocolaire, on sait très bien que, selon l'ordonnancement, le maire doit prendre la parole. Cela va de soi. Et que le protocole du service de M. le gouverneur de la région est volontairement extrait, la prise de parole du maire, c'est pas tout à fait normal. En République, cela ne peut pas se concevoir et se défendre. Ça a été une faute et je crois que de ce point de vue,
Ça a exacerbé les tensions dans le puisque la suite, comme vous le savez, les populations ont crié au scandale et ont rejoint la mairesse pour exiger sa prise de parole. Sinon, la cérémonie n'allait pas se poursuivre normalement. Oui. Et donc, je crois que c'était une réponse du berger à la bergère. Pour ma part, je note simplement qu'il y a eu une omission, peut-être volontaire ou pas, je n'en sais rien. Je note qu'il y a une omission, mais qui est vraiment dédommageable. Je ne veux pas justifier cette omission-là ici, n'ayant même pas reçu mandat de qui que ce soit pour le faire. Donc, je voudrais simplement lire cette actualité-là avec toute la neutralité possible pour indiquer que, en réalité, ce sont des choses qui se préparent en avance. Une cérémonie comme celle, c'est même un rituel républicain. L'installation du préfet, c'est conçu selon un ordonnancement qui n'est pas à sortir de la cuisse de Jupiter. Tout le monde sait comment ça se passe. Et il revient à l'exécutif municipal de prendre la parole au nom de l'ensemble des populations pour adresser une chaleureuse bienvenue à toutes les autorités, à tous les invités, aux populations elles-mêmes et tout le monde. Donc, lorsque vous venez dans une ville comme Foumban, où il y a bel et bien un maire qui est en place, vous faites abstraction du maire, qui est chargé de vous accueillir. Il ne faut donc pas que les autorités administratives qui ont la responsabilité d'encadrer les populations, y compris même les exécutifs municipaux, viennent dans le monde avec l'intention d'exacerber des conflits qui existent déjà. Moi, je pense que s'il y a un tel agenda, il est temps de le réviser. Parce que le monde n'a pas besoin de combats de coq inutiles. On n'a pas besoin de se livrer en spectacle, un spectacle aussi hideux devant la face du monde, pour des questions d'ordre protocolaire. Faire un discours, encore que dans ce qu'elle a dit, je ne vois même pas ce qu'il y avait de scandaleux, pour que on l'obligeait à ne pas le dire, à ne pas s'exprimer en public. Donc, pour ma part, pour me résumer, je crois que le gouverneur de la région de l'Ouest, élégance oblige, devrait présenter des excuses à cette dame. Je crois que si on est des républicains, si on est des hommes de valeur, si on a encore une once de dignité, il faut reconnaître que quelque part, on a fauté et rétablir rapidement les pendules à l'heure. Mais à la mairie de la ville, bien la dame. Bon, vous voyez que ça... C'est la mairie de la ville qui a été... au-delà de Madame Damdouya. Non, il ne faut pas que le débat soit concentré sur les personnes. Voilà, c'est pourquoi je dis donc à la mairie de la ville. Exactement, vous avez parfaitement raison. Lorsque vous parlez de la mairie de la ville, bon, peut-on dissocier la mairie de celle qui exerce la tutelle? Bon, oui. Ça, c'est le combat, la tragédie de la poule et de l'œuf. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais juste pour indiquer que ce soit à la mairesse ou bien à la mairie de Foumban ou bien à l'ensemble des populations, parce qu'elles ont bruyamment manifesté. Oui. Donc je pense que le gouverneur, modestement, je ne lui donne pas des leçons, je n'en ai même pas qualité. Moi je pense que quand on a fauté quelque part, après un recul, après examen de conscience, on devrait pouvoir se ressaisir et voir là où on a trébuché, s'il faut rectifier, et je crois que c'est le cas de le faire, puisqu'il y a une lettre de Madame le maire qui a été adressée au gouverneur de la région de l'Ouest. Je crois que monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest peut sauter sur cette aubaine-là pour lui répondre et présenter ses excuses, comme elle exige d'ailleurs dans cette missive. Justement, Xavier Bellemé, vous voyez, pour vous, c'était quoi, une omission volontaire? Non, je voudrais d'abord signaler à l'attention de votre exploiteur que ce qui s'est passé à Foumban est la traduction, ce qu'un maire élu, un élu représente à l'autorité administrative, à l'ordre gouvernant. Il n'est que le maire pour l'autre gouvernant n'est qu'un postier, c'est-à-dire un agent de poste, bon pour distribuer du courrier, un vaguemestre en quelque sorte. Mais en réalité, le problème c'est quoi? C'est que... Est-ce que ce n'est pas plus lourd que ça? Non, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que si... Est-ce qu'on aurait fait la même chose à un maire élu RDPC à Foumban? Parce que ce maire RDPC à Foumban serait docile, serait le coursier, il aurait accepté la position des coursiers et des postiers. Mais comme dans le maire... Est-ce qu'on n'aurait pas... le nom, c'est-à-dire cette phase où le maire devait intervenir, est-ce que ça devait disparaître comme c'était le cas hier?
si le maire était RDPC? C'est intéressant votre question, elle est très bonne, parce que si c'était le maire RDPC, il aurait exactement agi tel que l'ordre gouvernant veut. Rester le postier et de venir lire un pamphlet qu'on l'aurait écrit préalablement, il est obligé de lire. Maintenant, puisque Madame le maire de Fumba, Madame Damdjoya, elle s'assume, parce que c'est une députée de la nation, elle a d'abord été députée de la nation avant de devenir maire de la ville de Fumba. Elle a une forte expérience et qu'elle a une forte tête. Et si les 360 communes du Cameroun avaient des maires, particulièrement le maire RDPC, avaient copié son attitude, je crois qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup d'avancées. En principe, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez de très près la situation de ce jour à Fumban, il y a eu des manœuvres souterraines. Et c'est ça qui amène le gouvernement. Le gouverneur a manqué à avoir un comportement républicain, qui voudrait que dans des pareils usages, c'est le maire qui reçoit le gouverneur, l'autorité en question. Et de deux, ce qu'il faut aussi dire avec force, ce qui s'est passé à Fumban, non seulement c'est un crime de lèse-majesté contre Madame le maire, mais c'est un crime contre la légitimité populaire. Parce qu'elle, ce n'est pas l'individu qu'elle est. Elle représente les populations de la ville de Fumban et elle parle au nom de tout un département. Vous voyez donc, c'est un crime de toute une ville. Toute une ville, autant pour moi. Merci pour le rectificatif. Merci pour le rectificatif. Donc là, on fait donc un crime contre la légitimité populaire. Et je rappelle que ce gouverneur n'est que la volonté d'un individu. Le pouvoir au Cameroun, la dévolution du pouvoir au Cameroun se passe à 3 niveaux actuellement. Le premier niveau, c'est au niveau de la commune, le second niveau, c'est au niveau des conseils régionaux, et le troisième niveau, qui est le président de la République, l'Assemblée, le Parlement et le président de la République. Voilà les 3 niveaux de la dévolution du pouvoir politique. Et qu'un individu nommé, c'est pour ça que l'OSTF, une fois de plus, est réconforté sur sa position initiale, c'est la forme de l'État fédéral. Dans un État fédéral, il n'y a ni sous-préfet, ni préfet, il n'y a que des gouverneurs élus qui répondent à la volonté populaire. Alors, voyez-vous, on a un géant ici, le Niger, qui a près de 180 millions d'habitants. Il n'y a ni sous-préfet, ni préfet. Il n'y a que des gouverneurs élus et il n'y a même pas les NAM dans ce pays. Les NAM n'existent pas là-bas. Mais c'est le pays le plus puissant d'Afrique économiquement. Le SDF fait un problème avec les NAM. Hein. Mais les NAM, c'est la reproduction de l'élite comprador, mon cher Sejalin Outou. C'est une école dangereuse qui nous maintient dans le sous-développement et la misère totale. Elle est responsable de toute la misère du Cameroun. C'est elle qui est partout. Voilà, ce n'est pas un homme politique qui est allé causer un incident aussi grave comme celui-là à Fumban. C'est un ancien élève de l'ENAM. C'est la reproduction d'une école néocoloniale. Il se comporte exactement comme les anciens colons se comportaient avec les nègres. Il est le négrier en place à la place du colon qui est parti. Okay. C'est de ça qu'il est question. Il faut dénoncer de telles attitudes. Et ici, moi j'encourage Mme Damdjoya et j'appelle à tous les maires, qu'ils soient du RDPC ou de tout autre parti politique, de se comporter exactement comme cette dame. Elle est même aujourd'hui un modèle. Moi je l'apprécie. Ok, voilà, on va d'abord faire un tour à Paris où nous attend Abdelaziz Moundé. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Outou. Voilà, Abdelaziz Moundé, vous êtes consultant, chercheur, également journaliste. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier à Fumban. Quelle appréciation faites-vous de cet autre, entre guillemets, spectacle qui nous vient de Fumban? Ce qui s'est passé à Fumban hier est à la fois une continuité dans l'histoire et une rupture aussi. Une continuité dans l'histoire parce que dans le Noun, le département du Noun, ce qui était appelé autrefois la région Bamoun, les conflits, les rivalités entre personnalités, Olusedu, donc le roi des Bamoun à cette époque-là, qui était opposé à Félix Roland Moumié, et puis, c'était Damdjoya Adamou à partir de 1991 qui était opposé à Njim Olusedu, puis à Ibrahim Bomonjoya, puisqu'en 1996, Adamou Damdjoya a été victorieux pour les municipales. Il a remporté l'élection municipale à 87%, contre 13% pour le candidat du RDPC qui était Ibrahim Bomonjoya. Le sultan, roi des Bamoun, comme on le désigne très souvent, je rappelle que cette désignation-là est une désignation qui est une désignation symbolique. Dans la nomenclature camerounaise, les désignations, c'est chefferie traditionnelle. Et elles sont classées en premier, deuxième, troisième degré.
Et chez les Bamoun, de manière coutumière et de manière habituelle, on appelle le monarque le sultan roi des Bamoun. Sultan à partir de 1899, quand les Bamoun ont adopté l'islam, et roi des Bamoun de manière classique. C'est le fon des Bamoun qui est traduit en français roi des Bamoun, comme dans l'ensemble des Gracile, on a les fon. Donc, quand on a créé donc, ces premières phases de décentralisation au Cameroun, si vous voulez, la commune de Fumban de 1955, donc la commune mixte rurale de Fumban, était dirigée par le roi des Bamoun, donc Jimon Lusedou, qui était député maire de la ville de Fumban. C'est-à-dire qu'en 1955, quand on crée donc cette commune mixte rurale, c'est le roi qui est maire de la ville. Et en 1959, quand le statut de la commune est réaménagé, c'est-à-dire que la commune mixte rurale devient une commune de plein exercice, deux démembrements, un Fumban urbain, donc il y a le maire de la ville de Fumban reste le sultan roi des Bamoun. Jusqu'en 1972, où il y a un statut justement sur les communes au Cameroun, cette commune devient une commune urbaine et donc il y a une commune rurale à Fumban. Et en dans les années 2000-2004, donc la commune devient une commune urbaine et la commune rurale devient la commune de Jimom. Mais on a toujours effectivement une continuité jusqu'en 1992 parce que quand le roi Jimon Lusedou décède en 1992, eh bien, il y a des élections qui sont organisées en 1996, des municipales, où Ndamjoya, qui a créé son parti en 1991, l'Union démocratique du Cameroun, remporte effectivement les municipales. Mais qu'est-ce qui se passe, Serge Oto, dans le Noun? C'est que vous avez, dans le pays Bamoun, de manière générale, quelques personnalités qui ont émergé dans l'histoire. Ces personnalités s'appelaient Mose Yap, s'appelaient Félix Roland Moumié. Ces personnalités, c'est Ndamjoya Adamou. Ces personnalités, certaines ont contesté, non pas l'autorité royale, mais le fait qu'il y avait une confusion entre la personnalité du roi, donc l'autorité traditionnelle, et la question républicaine. Autrement dit, si le sultan et le roi est maire de la ville de Fumban, il y a une confusion des rôles. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des situations où les questions, entre guillemets, de prise en charge, par exemple, d'un certain nombre de frais afférents au fonctionnement du palais étaient par le fait de la mairie, par exemple, qui était courante. Or, à partir du moment où il y a une commune de plein exercice qui est mise en place, une commune urbaine qui est mise en place, ce sont des règles de fonctionnement républicains. Donc, autrement dit, le monarque, donc le chef traditionnel, doit se plier à un certain nombre d'exigences. Or, il se trouve que cette dynastie fondée en 1394 par Charienne, qui est l'une des plus fortes, l'une des plus symboliques au Cameroun, et qui a un pouvoir à l'échelle du département du Noun. C'est-à-dire que le pouvoir du sultan est très important dans le département. Alors, on théorisait cela, qu'il ne fallait pas qu'une autorité Bamoun, entre guillemets, piétina le sultan. Il ne fallait pas qu'une autorité Bamoun soit celle qui soit au-dessus du sultan. Donc c'est pour cette raison que le sultan donc, devait être maire de la commune urbaine de Fumban ou la commune rurale de Fumban, la commune mixte rurale ou la commune de plein exercice. Or, Félix Roland Moumié, qui s'était présenté aux élections contre Jimon Lusedou, ou d'autres qui se sont présentés, effectivement, disaient dans le Noun qu'il fallait que l'ordre républicain soit représenté par un citoyen élu qui pourrait prendre en charge les affaires de la cité et que le monarque se consacrerait aux affaires traditionnelles. Lesquelles affaires traditionnelles avaient été organisées dans le cadre d'un décret, celui de 1977 que beaucoup connaissent. Mais ce décret était le prolongement, cher Alain Otou, de ce que les Allemands, à partir de von Soden, qui était le premier gouverneur allemand au Cameroun, jusqu'à Karl Ebermeier, ont instauré. C'est-à-dire que quand les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont instauré un nouvel ordre dirigeant. C'est-à-dire que les monarques traditionnels, les chefs traditionnels, les rois qui étaient sur la côte, c'est-à-dire que ceux qui avaient signé le traité Germano-Douala, c'est-à-dire Dim Ekwale, Ndumbel et Dika Pondo, étaient devenus des auxiliaires de l'administration classée coloniale allemande. Ils devenaient ou Oberadlu, c'est-à-dire des chefs supérieurs, des Unteradlu, des chefs de niveau inférieur, et des Adlu, des simples chefs. Les Français ont consacré cela en faisant des chefs supérieurs et des chefs à degré. Le décret de 77, effectivement, a fait du chef traditionnel le chef de premier, deuxième, troisième degré. Alors, il se trouve que dans le Noun, par exemple, vous avez
des chefs supérieurs qui sont devenus des chefs de premier degré. Donc, qui étaient au même niveau que le roi, qui avait une domination, donc un magistère et un pouvoir sur l'ensemble du département du Noun. Donc, ces contestations-là, ce problème que vous avez vu hier, prend ses sources dans cette période-là, prend aussi ses sources dans le fait, Serge Alain Autou, que nous n'avons pas suffisamment pensé les liens et les relations entre l'État et au Cameroun. La loi de 96, la constitution de 96 a commencé à instiller un peu cela, avec le Sénat qui intégrait les chefs traditionnels. Dans la loi de 96 également, il y a les régions. Les régions intègrent également les chefs traditionnels. Mais ces chefs de traditionnels sont sous l'ordre républicain. Autrement dit, les chefs traditionnels ne sont pas là pour exercer un pouvoir traditionnel, mais pour donner leur avis dans le cadre du fonctionnement de la République. Et il se trouve qu'à Fumban, pour terminer sur cette séquence, Ndamjoya et Tomaino Ndamjoya, qui est sa femme, donc qui a hérité un tout petit peu de cette façon de voir-là, disent que sur le plan de la gestion de la cité, du domaine public et de l'espace public, ce que règle l'ordonnance de 74 au Cameroun, eh bien, c'est l'administration, donc l'État et les collectivités territoriales. Sur le plan de la gestion du patrimoine, il y a eu un inventaire du patrimoine qui a été amorcé en 2003 au Cameroun avec le soutien de la coopération française. Cet inventaire du patrimoine aurait permis quoi, Serge Alain Autou? D'identifier dans le cas d'espèce, dans la ville de Fumban, tous les sites précoloniaux qui étaient sous la gestion, donc les sites qui ont une valeur symbolique. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la porte d'entrée de Fumban. Il y a eu des rituels, parce que cette porte d'entrée est très importante dans l'histoire du peuple Bamoun, puisque c'est où les tranchées avaient été creusées par le 11e roi des Bamoun qui s'appelle Mwombo Mandou, qui a régné jusqu'en 1813, donc de 1757 à 1813. C'est lui le roi stratège qui a établi le Noun d'une superficie de 700 km² à 7000 km², donc jusqu'aux confins d'une cam pratiquement. Et ça a reflué progressivement puisqu'il y avait des populations qui réussissaient à se libérer de ce joug-là. Donc Mwombo a fait creuser des tranchées autour de la ville de Fumban et cette porte d'entrée représente un tout petit peu cela. Donc c'est une charge très symbolique. Voilà, Abdelaziz, on vous reprend, hein, parce qu'on a une séquence sur cette porte d'entrée justement. On va revenir sur ce conflit-là qui a également fait parler de Fumban, la porte d'entrée qui a le droit d'effectuer les travaux, qui n'a pas le droit. D'abord, maître Fabien Kenyé, vous avez assisté également, vous avez compris, vous avez suivi ce qui s'est passé hier du côté de Fumban. Quelle est votre appréciation? Bien évidemment, Serge Alain Autou, je dois vous avouer que c'est avec un très grand étonnement, cependant sans surprise. Comment devrait-on lire cet incident? En réalité, nous avons eu affaire au parti État RDPC qui est venu dans une représentation populaire légitime, la naguer. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça traduit là un tout petit peu la faille ou l'enfumage politique qui nous est vendu sous le sceau de la décentralisation. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une autorité administrative qui doit son statut à peut-être 1 millionième d'un bout d'encre en vienne à défier une autorité traditionnelle légitime, représentative, régulièrement votée par une population à pratiquement 87%, autant que je me souvienne. Nos panélistes ont suffisamment épilogué là dessus que dans le protocole, on n'ait pas inséré le discours de Madame le maire. C'est une insulte à cette population-là. Comment pouvez-vous imaginer qu'une autorité administrative qui arrive dans une population n'interfère pas ou n'intègre pas dans son programme la personne la plus représentative pour la recevoir et passe par des passe-droits pour désigner une certaine élite qui, selon elle, devait la représenter. Nous avons eu affaire à un régime qui ne veut rien comprendre du tout, je crois, aux besoins de la population. C'est le RDPC, certainement, qui s'est rendu dans le Noun pour installer qui voulait. Il se trouve, malheureusement, que dans cette partie, contrairement à d'autres régions, c'est l'opposition qui, sur le plan administratif ou sur le plan de la représentation de la population, est installée là.
Et Serge Alain, au-delà de cet incident, ça pose le problème de la forme de l'État, qui est aujourd'hui le problème fondamental qu'on devrait régler pour que ce pays puisse s'en sortir mieux. Depuis particulièrement 1996, à la suite de la tripartite qui a eu lieu en 1993, le parti État RDPC s'était engagé dans un consensus à nous conduire vers une sorte de forme de l'État de gouvernance décentralisée. Depuis lors, il avait de la tripartite. De la tripartite, décembre 91. Autant pour moi, merci. Il me semble que c'est après 91 que nous en sommes arrivés à la suite des pourparlers à la Constitution de 1996 qui consacrait la décentralisation. Jusqu'en 2019, autant que je me souvienne, aucune mesure n'avait été mise en place pour que ce mode de gouvernance puisse prendre corps. Jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un tout petit peu, n'est-ce pas, un reflet qui vient de nous pour nous montrer que cette décentralisation peut être possible. Et l'État parti RDPC nous a montré que c'est l'État parti RDPC ou rien en dehors de ce parti, en dehors de ce mode de gouvernement, nous n'avons rien à faire. Pour dire quoi? Qu'en fait même, nous, la révolution camerounaise se bat aujourd'hui bec et ongle pour chercher les voies et moyens pour régler la crise au Nosso. Mais notre État, nos gouvernants sont à 1000 lieues, n'est-ce pas, d'en venir. Et ça, l'incident qui a eu lieu en est la preuve patente que c'est un gouvernement qui ne peut pas se régénérer. Le parti État RDPC ne peut pas se régénérer. C'est un parti qu'on devrait, je crois, déstructurer, dessoucher pour que vive ce pays. Si vous le permettez, je voudrais... C'est le RDPC qui a fait que... Absolument. Le RDPC... ne passe pas son discours hier. Mais qui était au nom? Les gouverneurs, ce sont les membres du RDPC. Les préfets sont les membres du RDPC. Ils sont nommés par qui? Ils sont nommés par qui? Par le RDPC. Et je voulais dire ça, j'allais pour que la population comprenne. Qu'en principe, lorsqu'on parle d'une administration dans une démocratie, l'administration est là pour servir les alternatives gouvernementales. Pour dire quoi? Que chaque personne ou chaque parti politique, par exemple, qui apporte une alternative, l'administration qui est sur place se met à son service. Mais il se trouve que cette administration est tellement infiodée au RDPC qu'on ne sait plus si elle appartient au peuple ou si elle appartient à un seul parti. Ok. Martazan, cette situation pour vous, situation vécue hier dans le Noun, comment vous comprenez qu'un usage soit carrément bafoué comme ça là? Comment vous expliquez ça? Oui, M. Serge Alain-Otto, lorsque on est face à cette situation, de prime abord, on pourrait d'abord condamner le gouverneur qui n'a pas pu, n'est-ce pas, respecter le fait qu'il soit reçu par la mairesse de Fumban. Mais il faut comprendre le problème. Le problème n'est pas parce qu'on a juste une situation en main. Le problème se pose au niveau de la porte de l'entrée du royaume, du grand palais du roi Mboumbou-Ndoya. C'est de ça qu'il est question. C'est ça, parce qu'il faudrait que les populations et que les téléspectateurs comprennent bien. Tout part de 1757, lorsque le 11e roi des Bamoun, nommé Mbombo Mandou, est victime des assauts des cavaliers Bali Bacham venant du nord du Nigeria. C'est en ce moment-là qu'il réunit donc les notables, leur demandant de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour protéger le peuple Bamoun. Alors les notables vont donc demander au roi de faire des tranchées. Le roi va refuser, mais dans son sommeil, il va donc recevoir un messager de Bankim, le fond Bankim Rifum. C'est en ce moment-là qu'on lui demande donc de construire les tranchées, mais la population, une fois de plus, est heurtée parce qu'elle se retrouve face à des gros rochers. Elle ne peut donc pas vaincre les rochers et cet endroit est abandonné. On crée donc en cet endroit précis la porte appelée Nchou Sam. Nchou Sam qui veut dire un lieu de vérité. Un lieu où tous ceux qui sont, n'est-ce pas, porteurs des pouvoirs maléfiques, la voie d'accès de viennent donc faire allégeance
à cet endroit, ils font allégeance au chef pour abandonner tout ce qu'ils ont de mauvais de manière mystique. Et c'est en ce moment que cette porte constitue donc, elle est constituée donc à ce qu'on appelle la porte d'entrée du palais et non la porte d'entrée de la ville de Fumban. Parce que si on doit voir quelle est la porte de l'entrée de la ville de Fumban, on irait voir à partir de Koutaba. Or, nous sommes là au niveau de la porte d'entrée du palais royal du roi Mbombo Njoya. Nous sommes, cette porte est située, il faudrait que les téléspectateurs comprennent, elle est située à 2 minutes, seulement 2 minutes du palais. Et toutes les populations environnantes autour de cette porte sont, n'est-ce pas, les neveux, les nièces, de toute la grande famille du roi Mbombo Njoya. Donc, voilà donc historiquement ce qui a été relevé. Il se pose donc la question de savoir, c'était en 1991, lorsque l'UDC est créé. L'UDC affronte donc le RDPC. C'est la naissance de l'insouciance et le fait d'être, n'est-ce pas, insoumis à l'autorité traditionnelle. C'est là où ça puise, on puise dans le départ, on puise dans les faits qu'on a vus hier. Les faits qui se sont constitués hier sont les faits du fait que Dame Njoya Taïmanou veut vaincre, elle veut amener la population du Noun, amener les Bamoun à se révolter contre le roi. S'il y a problème de porte, c'est le roi. C'est une... comment on dit ça? C'est l'architecture royale qui a institué cette porte. Il faudrait donc que Dame Njoya, comment elle s'occupe de la ville, qu'elle nous dise quelle est. Est-ce que c'est la seule porte ou c'est le seul monument qu'elle veut réfectionner? Pourquoi seulement celui-là? Parce que, pourquoi celui-là? Pourquoi? Parce qu'on la voit, n'est-ce pas, en rébellion contre l'autorité, contre le monarque qui est ici le sultan Mbombo Njoya. Donc, voilà donc le problème qui est ainsi posé. Et par rapport à la cérémonie du comment comprendre qu'un usage dans la cérémonie qu'on balaye ça comme ça du revers de la main. Effectivement, on a voulu la mettre en minorité, mais c'était pas une bonne tactique. Elle est, n'est-ce pas, confrontée à certaines... On lui reproche, et il y a certaines griefs qu'on porte, n'est-ce pas, sur sa personne. Le fait qu'elle soit, n'est-ce pas, insoumise, c'est le fait qu'elle pense... Puisque en réalité, elle devrait comprendre une chose. Si on est maire, on a pour tutelle le préfet. Il faudrait... La loi de 2004 est formelle là-dessus et la loi de 2019 est formelle. Vous devez le comprendre. C'est pas parce qu'on est maire que les gens pensent que, étant maire, on est suprême, on est supérieur à tout. Non. C'est recadré. La loi a recalibré cela. La tutelle du maire, c'est le préfet. Dans le cas d'espèce, elle se doit de se soumettre à l'autorité concentrée, puis à l'autorité déconcentrée. La décentralisation, ce n'est pas un no man's land où on doit bafouer même les autorités traditionnelles, les autorités qui portent tout un peuple. Tout un peuple, c'est l'histoire des Bamoun. Ce n'est pas l'histoire d'un simple peuple. C'est un peuple de guerriers, c'est un peuple d'artisans. Alors, ce peuple ne doit pas être mis à genoux comme ça par une dame, du fait qu'elle soit seulement mère. C'est parce qu'elle est dame qu'il y a un problème? C'est pas parce qu'elle est dame. Mais du fait qu'elle soit mère, elle croit qu'elle est au-dessus de tout. Non. C'est pas... La République a des règles. Et la première règle qu'elle devrait comprendre, c'est que c'était sa tutelle qu'on était en train d'installer. Et quand on installe la tutelle, on n'a pas droit à la parole? On a droit à la parole, je l'ai dit ça, j'allais autour. Pourquoi il faudrait... Ça a été sûrement, peut-être c'était... On voulait la mettre en minorité pour lui faire comprendre, qu'elle a des problèmes. Qu'elle a des problèmes avec les problèmes comme ça, dans les usages, sur la place publique. Peut-être c'était un problème d'homme, mais en réalité, ce problème peut aussi se déporter sur notre terrain. Vous savez que c'est une autorité traditionnelle qui est investie d'un pouvoir mystique, qui est investie d'un pouvoir magico-religieux. Donc, on peut transposer le combat de l'autre côté, et là, ça devient autre chose. Voilà.
Alain Djipo, on a suivi dans l'intervention d'Ablaziz Moundé, tout part de 96 en fait, hein, lorsque l'UDC arrive à la mairie. Oui, effectivement, en 96, il y a les élections, je crois les premières élections locales, après le retour au multipartisme en 90. Et le sultan était malheureusement porte-étendard du RDPC. Il a mordu la poussière face à l'UDC du feu Adamou Mjoya. Et puis depuis ce temps-là... Comment on peut faire ça, un monarque? Non, il ne faut pas voir le monarque. Le monarque, on voit plutôt le politique. Voilà, parce que je voudrais aussi souligner ici la dimension du citoyen qu'incarne un monarque. Ce n'est pas parce que vous êtes chef traditionnel que vous perdez votre caractère de citoyen, votre statut de citoyen. C'est un monsieur libre, qui est égal comme tous les autres en droit et en devoir. Il peut donc valablement solliciter les suffrages des populations en tant que citoyen, pas en tant que monarque. On ne va pas aux élections en tant que porte-étendard de la transition ou bien gardien du temple. On va aux élections comme citoyen, donc comme républicain. Donc de ce point de vue, il avait cru bon de porter l'étendard du RDPC. En 96, malheureusement, les populations ont voté contre. Et depuis ce temps-là, effectivement, ça dégringole dans la relation entre le sultan et son oncle. L'oncle qui aujourd'hui a trépassé. Je veux parler de Dame Joya. C'est depuis cette période-là qu'on échafaude dans des situations pour entretenir, volontairement ou pas, un climat de tension, une guéguerre permanente entre les deux personnalités. Pourtant, Foumbane n'est pas une monarchie. Foumbane fait partie d'une république en construction. Et on l'a dit sur ce plateau, la république a des valeurs. La république ne veut pas dire désacralisation de la tradition. La république ne veut pas dire remise encore en question, n'est-ce pas, de nos valeurs ancestrales ou historiques. La république n'est pas une remise à niveau, n'est-ce pas, de ce que nous avons de plus cher dans notre élément culturel. Non, du tout. La république voudrait que les gens travaillent de manière harmonieuse. Si vous êtes dans la légitimité, si vous êtes dans la légalité, les deux doivent cheminer ensemble pour que, parce qu'en fait, en filigrane, Serge-Alain, vous comprenez que ce qui se joue dans le Noun, c'est une question entre la légitimité populaire incarnée par le sultan et la légalité incarnée par la mairie. Merci. Dans un instant, le 20h, il est déjà là. Cédric, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous proposons des enquêtes et des grands reportages. Première escale à Yaoundé où un circuit de vente illégale des nourrissons a été démantelé par la gendarmerie. Comment une telle organisation criminelle a-t-elle pu se mettre en place? Élément de réponse dans le journal de 20h. Vous le savez, en 2011, le président de la République avait promis de nombreux projets structurels qui devaient transformer la région du Sud. Où en est-on aujourd'hui? Vous suivrez dans ce journal la colère des chefs traditionnels et le désarroi des populations devant la lenteur observée dans l'exécution de nombreux chantiers devenus de véritables serpents de mer. Quelle explication donner? Le ministre Luc-Paul Motazé est sur le grill dans le journal de 20h. Grand reportage sur la route PK14, PK20 dans la ville de Douala. Vous le savez, là s'est installé une partie de l'université de Douala, mais le développement et la construction des infrastructures routières n'ont pas suivi au grand désarroi des populations, là où des couches de poussière ont transformé leur quotidien et sont à l'origine de nombreuses maladies. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous irons à Bangui, qui a pu repousser des assaillants qui étaient aux portes de Bangui. Les forces de sécurité et de défense ont même présenté à la télévision nationale ceux qui étaient des assaillants durant les événements survenus très tôt ce matin. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, donc ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, toujours en compagnie de Alain Djipou, Xavier Belémé, Anna, Maître Fabien Kenyé et Martin Zan, et sûrement Abdelaziz Moundé qui va nous retrouver dans cette deuxième partie. Martin Zan, le contrôle supérieur de l'État veut voir un peu plus clair dans cette affaire de riz. Oui. On demande à l'entreprise de fournir un certain nombre de documents qui attestent que les services ont... Ces entreprises ont bénéficié de ces dons-là. Effectivement. Sur la démarche du Consupé. La démarche est très bonne. Il faut, n'est-ce pas, établir les responsabilités. C'est aussi ça, même c'est ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours dit. Il a toujours dit qu'il lutte contre la corruption, il lutte contre la prévarication. Donc le chef de l'État, voilà donc ce que l'opposition doit magnifier, voir comment un chef de l'État se déploie, comment il déploie sa sagesse pour résoudre un problème qui a commencé par le riz de Orca. On va s'encheminer vers d'autres. C'est le chef de l'État qui le dit, c'est le chef de l'État qui a instruit, n'est-ce pas, cette enquête, parce que quand on dit ministre du contrôle supérieur de l'État, on doit comprendre que ce sont les services de la présidence de la République. Et la présidence de la République, c'est le chef de l'État qui est d'abord la première institution. Donc c'est le chef de l'État qui a instruit cette enquête pour qu'on établisse, n'est-ce pas, les responsabilités, si celles-ci sont avérées. Et si elles ne sont pas, alors on finira par laisser cette affaire et personne ne sera incriminé. Xavier Belémé, sur cette situation, ça rappelle une autre. Oui, disons, quand je suis Monsieur Zan, j'ai ri sur quoi, parce que là, c'est un scandale qui a été révélé au grand public. Cette mafia par l'honorable Jean-Michel Nitieux. Je l'ai dit ici une fois quand vous nous aviez donné l'honneur d'être invité sur votre plateau, parlant de cette question, que nous étions presque satisfaits du fait que le chef d'État écoutait l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui était dans son rôle de député tel que défini dans la Constitution de la République de contrôler l'action gouvernementale, entre autres, et qu'il y a des soupçons très graves. Voilà un des éléments majeurs concernant le riz d'Orca, 4000 sacs qui ont disparu mystérieusement de l'espace public et que tous les centres Covid-19 n'ont reçu aucun kilo de riz en termes de... Ces sacs sont partis où? Et le noir on nous a fait comprendre à un moment que les gouverneurs avaient déchargé. Voilà, et c'est déchargé, on n'a pas vu, il n'y a aucun document, aucun centre de Covid-19. Nous sommes ici à côté. Il y a même Equinox, qui est une chaîne de télévision qui fait dans l'investigation, n'a jamais été invité un jour pour la distribution dans les orphelinats et les centres Covid pour la distribution de séries. Il nous souvient que quand l'honorable Nitieux, vous l'aviez reçu ici dans le cadre de votre émission dominicale, La Vérité en face, ce jour, il avait même dit, et jusqu'à aujourd'hui, le ministre fut de venir répondre, refuse de venir répondre à sa question orale au niveau du Parlement. Où est partie cette série? Et qu'est-ce qu'il en a fait des fonds, pas seulement du riz, et les fonds Covid-19, plus de 50 milliards aujourd'hui qui sont, donc on le soupçonne d'avoir détourné. Et voilà. Et concernant cette affaire, je crois que ça connaît un dénouement. D'ailleurs, le contrôle supérieur n'a même pas besoin d'aller voir cet opérateur économique dont le ministre de la Santé avait reconnu effectivement qu'il avait reçu les 4000 sacs d'Orca. C'est la procédure. Donc, il a reconnu avoir reçu ces 4000 sacs. Donc, mais nous attendons que cette histoire soit mis au clair, qu'on apporte de la lumière dessus, et que ces ministres qui refusent de pouvoir se soumettre à l'exigence constitutionnelle, en refusant de venir répondre à la question orale de l'honorable Nitieux avec chiffre à l'appui et le manque probant des actes qu'il a posés. Jusqu'ici, on attend toujours. Et si vous me permettez, est-ce que je peux revenir sur l'histoire de Fumban? Si je peux chuter par là, avec votre permission. Comment? Je voudrais chuter sur la crise de madame le maire de Fumban avec le gouverneur de la région de l'Ouest, la cérémonie d'installation du préfet, avec votre permission. Vous êtes pressé? Vous voulez pas que les autres disent un mot sur le riz aussi? D'accord. Vous les laissez manger un peu de riz? Non, je me soumets à votre sanction. Bon, voilà, maître Fabien Kenyé, vous avez comme l'impression que les choses avancent de ce côté-là. Bientôt, on peut dire, bientôt la vérité sur le riz Orca? Saint-Jean-là, il faut dire que cette enquête du Conseil supérieur se situe plus globalement, relativement au riz de Orca, se situe plus globalement dans les enquêtes ouvertes en ce qui concerne la gestion de la Covid-19. Comment pouvez-vous imaginer
que face à une pandémie qui a sémé la mort dans tout le monde entier, qui a effrayé plus d'une personne, qu'on en vienne encore à ouvrir des enquêtes pratiquement à la gestion au niveau du Cameroun. Cela nous fait extrêmement honte. Et je voudrais ajouter, voyez-vous, tout se passe comme s'il suffisait qu'on soit nommé par le parti État RDPC pour s'en mettre plein nommé par le chef de l'État. Parce que voyez-vous, nous avons pratiquement à l'instant où cette émission se tient, M. Matenzan, faites une assise intellectuelle, on est nommé par le chef de l'État. La République en prison, partant du Premier ministre au dernier, jusqu'au directeur. Ils ont été taxés de prévaricateurs. Jusqu'au dernier. Comment cela peut-il être possible dans un État? Dans tous les pays. Je suis convaincu. Vous êtes assis. L'État n'est pas failli de la preuve. Juste une parenthèse, Maître Kenye. L'Italie jusqu'ici portait le flambeau, mais n'avait pas atteint le degré que le Cameroun a atteint. Que tout un gouvernement, jusqu'au directeur général des entreprises d'État, se retrouve en prison. Ça veut dire que la gabégie est vous croyez peut-être qu'on a de ces régimes. Pour 60 ans d'indépendance, on est assez mature. Vous comprenez donc que dans cet État, nous n'avons plus honte. Nous avons face à faire à un gouvernement qui a complètement un système de clientélisme, un système de voleurs. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous développer. Parce que, voyez-vous, la CAN qui va se dérouler cette année aurait dû avoir lieu il y a pratiquement plus de 2 ans. Nous savons combien est-ce qu'on a dépensé, pratiquement 3 milliards de francs CFA. Il y a eu 3 milliards de francs CFA. Il y a eu des rallonges budgétaires. Aucune enquête n'est ouverte. Malheureusement, ce sont les malchanceux qui seront pris à la trappe. Cependant, le système va perdurer et les Camerounais vont continuer à souffrir. Je suggère tout simplement que la population en prenne conscience suffisamment et que nous armions ensemble, que nous coalisions pour dégager ce gouvernement qui depuis 38 ans nous ruine et ne nous permet pas de décoller. Effectivement. Okay. Vous savez aussi que même votre leader du MSC est soupçonné dans plusieurs affaires, y compris le code pénal du Cameroun. C'est vous qui le dites. Vous n'en avez aucune preuve. Donc ne pensez pas. Monsieur, quand on vient ici, nous parlons de la population. On ne vient ici, on ne vient pas ici. C'est vous qui m'avez interrompu, n'est-ce pas? Vous avez ouvert toutes les enquêtes. Ce sont des enquêtes. Le ministre de la Justice, qui fait partie de votre gouvernement, a régulièrement dit. Les sur votre interpellation qui n'a rien retrouvé. C'est ça de tromper la population. Merci. Alain Djipou, j'ai envie de vous poser la même question. On s'achemine petit à petit. Bientôt la vérité sur ce fameux riz-là. On sait à un moment qu'on nous a fait comprendre que les gouverneurs avaient réceptionné chaque gouverneur de région. Je crois que la kleptomanie a atteint des proportions dans ce pays. Au point où, même jusqu'au maigre grain de riz, on ne lâche pas prise. C'est quand même honneur au Cameroun. C'est ça qui détruit le mal. Ça ne peut pas nous honorer. C'est un gros scandale. Si on en vient à voler, à détourner des milliards et de tourner encore quelques kilos de riz, vraiment c'est terrible. On ne sait plus dans quelle république on est. Et puis, même si on a ouvert une enquête, pourquoi il y a tant d'agitation? Menez sereinement votre enquête et puis dégagez les conclusions qui s'imposent à l'issue de l'enquête. Au lieu de commencer par balancer sur les réseaux sociaux des courriers pour demander... Non, franchement, je crois que c'est des attitudes pour noyer le poisson. Quand on veut mener une enquête sérieuse, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de tapage. Oui, dans la discrétion. Et puis, c'est quand on a les résultats et quand on a défini toutes les responsabilités, qu'on balance les résultats à la face du monde. À peine on a instruit une mission pour le contrôle de la gestion des fonds Covid, que les gens, tout le monde au courant. Effectivement, je suis d'accord avec vous, maître. C'est pour ça que je m'insurge contre cette façon de faire. Pour dire que non, vraiment, on n'a pas à gesticuler autour des éléments de réponse qu'on attend d'un fournisseur, d'un générateur, d'un donateur, j'allais dire, d'un donateur, au cas précisément. Et puis même, au cas à donner. 4 ou 3 mois après, vous pensez que les riz sont encore là? On a tout bouffé depuis. L'enquête là va servir même à quoi? Si ce n'est que centrer sur le riz. Pour le riz, on peut laisser tomber. Et se pencher sur... 4000 sacs, c'est énorme. Hein? Et puis on a fait le partage, c'est ça la République. Oui. Les gens se sont partagés. Vous avez parlé des gouverneurs qui ont reçu une certaine quantité. Mais moi, en tant que citoyen, je n'ai pas vu un seul plat de riz quelque part. Il existe aussi. Donc, il existe. J'avais quand même des... Je voulais voir un plat de riz. J'étais à proximité. Personne n'a été incriminé. J'étais à proximité des centres agréés Covid,
où j'étais supposé quand même voir des témoins qui ont goûté et mangé de ce riz. En cas, bon, moi, je n'ai reçu aucun témoignage de quelqu'un qui l'a mangé, dans tous les cas. Donc moi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on veut être plus sérieux, il faut que l'enquête là se mène de la manière la plus discrète qui soit. Il ne faut pas gesticuler alors qu'on n'a même pas le retour de l'investigation. Xavier Bellingham. Oui, On finit de manger du riz, allez-y donc. Voilà, donc la On rentre valeur... à Fumban, c'est Oui, ça? oui, je vais d'abord terminer et puis juste un petit mot là. Encore Que la valeur du riz... Non. Bon, ok. Allez-y avec Fumban. Bon, tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, M. Zan disait, il affirmait que Fumban, il a fait l'histoire de Fumban. Les origines des monarques il y a très longtemps. C'est une vieille monarchie, certes, mais il faut qu'on précise ici que le Cameroun est une république. Et que le Cameroun n'est pas une monarchie. Ou alors Fumban n'est pas une exception dans une république. Je me rappelle la principauté de Monaco. Bon, à Paris. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est comme ça fait au Cameroun. Voilà donc Excusez, je suis en train de parler. Nous sommes en train. Bon, sauf si vous voulez que nous parlons la France. Nous sommes au Cameroun ou en France là. Voilà, c'est à titre de droit. Bon, si nous sommes donc au Cameroun, il n'y a aucune parcelle du territoire au Cameroun, mon cher Serjardin autour, qui bénéficie d'un statut particulier qui lui confère, tel que Fumban, un statut de monarchie qui est au-dessus de la règle établie de la République. Fumban fait partie du territoire de la République du Cameroun et les lois telles que définies au Cameroun s'appliquent à Fumban. La première autorité de la ville de Fumban, c'est le maire de Fumban. Pour le cas d'espèce, c'est Mme Taïmano Ndamdjoa. Et que la loi au Cameroun, le code la décentralisation, écoutez, la loi portant code général de la décentralisation reconnaît entre autres missions des maires et de gérer le patrimoine culturel de la ville. Et la chefferie de Fumban, ou alors le sultanat de Fumban, fait partie de ce patrimoine culturel dont le maire de la ville de Fumban a l'autorité de gérer. C'est dans la loi. Nous sommes en République. Et que les chefferies traditionnelles au Cameroun existent, c'est un décret présidentiel de 1977, si je ne me trompe pas, il y a un juriste à côté de moi, 1977, décret présidentiel de 1977, qui hérite des chefferies traditionnelles au Cameroun, comme des auxiliaires de l'administration. Ça, c'est d'abord un point. Donc, et que la politique de l'urbanisation, parlant de la porte de Fumban, la politique d'urbanisation dans une ville incombe à l'autorité municipale, qui est le maire ou le conseil municipal établi. Et quand bien monsieur Serjardin autour, il vous revient, vous et moi, ou chacun de nous ici sur le plateau, dans une ville où nous résidons, et que nous voulons bâtir un immeuble, nous devons d'abord demander une autorisation. On doit faire un plan et qu'on le soumet à la sanction du magistrat de la ville, qui lui gère la politique d'urbanisation. Si nos plans correspondent à la politique, il nous demande de payer des frais, et on paye et il nous autorise de bâtir notre immeuble. Et c'est le cas dans toutes les villes du Cameroun. Et le chef de sultan de Fumban est un citoyen camerounais au même titre que tout le monde. Et de deux, le comportement, il faut dénoncer rapidement, je termine rapidement, il faut dénoncer le comportement du gouverneur de l'Ouest, son comportement à l'installation. C'est un comportement qui frise d'un partisan, qui démontre qu'effectivement les statuts du RDPC disent... Nous sommes plus, on a terminé avec le statut, nous sommes maintenant sur la porte. Sur la porte de Fumban. Donc madame le maire a toutes les compétences pour pouvoir interdire, mais comme on a érigé, et de deux, ce qui tue notre autorité traditionnelle, c'est qu'ils sont devenus, les chefs traditionnels sont devenus des concurrents politiques. Au même titre que ceux qui doivent être censés être les sujets. Et c'est le tout donc le sultan de Fumban, pour qui j'ai un grand respect, mais malheureusement ici c'est un homme politique, il est d'abord sénateur RDPC, et puis de deux, il est en même temps président régional du RDPC, à l'ouest. C'est ça qui vous dérange? C'est ça, c'est-à-dire que face au maire, à madame le maire de Fumban, c'est deux militants opposés. Chacun est sous sa chapelle. Et là, maintenant, il perd de son prestige de chefferie traditionnelle. Merci. C'est ça qu'il est question. Pour justement ce problème de reconstruction de la porte d'entrée de Fumban. Votre regard, en tant que journaliste, tout à l'heure, et surtout fils de la localité. Tout à l'heure, j'ai demandé à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest de présenter ses excuses en Madame Tomaino. Et là, maintenant, en ce qui concerne l'histoire récente de la porte d'entrée, je ne vais pas être tendre avec elle. Tout simplement pour la bonne raison que j'ai le sentiment que M. Bellémy lit la loi sur
le code général sur la collectivité territoriale décentralisée à l'envers. J'ai ce sentiment-là. C'est pas gentil, ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là-dedans, il est clairement indiqué que le suivi, la participation à la surveillance et au suivi des monuments historiques et des sites incombe aux régions. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que dans le conseil régional, il y a ce qu'on appelle le commandement traditionnel. Et donc, monsieur le sultan, roi des Bamoun, était fondé d'aller à la porte d'entrée en tant que gardien de la tradition pour réhabiliter cette œuvre architecturale historique. De ce point de vue-là, Madame Tomaïdo n'avait pas à s'interposer. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez, chacun peut maintenant lire la loi. Vous avez vu comment on a fait des efforts pour entrer dans l'histoire. Chacun va lire un pan de l'histoire Bamoun pour essayer d'expliquer ce qui se passe à Foumban. C'est bon pour la culture générale. C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs même cette thématique qui est au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité. Je vous en félicite. Mais il ne faut pas que on fasse un melting pot où cela n'est pas nécessaire. Le sultan, de sa stature de leader charismatique du peuple Bamoun, de autorité traditionnelle, la première autorité traditionnelle, est fondée en tant que monarque de veiller sur son patrimoine. La même loi que vous avez citée, au plus, demande que ce soit le ministère, l'État à travers le ministère des Arts et de la Culture qui s'occupe de la gestion du patrimoine culturel et qui est à la fois un patrimoine immatériel et matériel. Et donc, je crois que lorsqu'on est en train d'assister à la mise en place des régions, il faut s'attendre à ce que dans cette République, il y ait encore beaucoup de conflits de compétences. Or, l'élégance républicaine aurait voulu tout simplement que Madame le maire se pliât en tant que citoyenne, en tant que native du coin, en tant que fille du sultan. Je ne sais pas si... En tant que fille du sultan. Oui, Fille du sultan. tout Bamoun, je vous en prie, monsieur Belémé, je vous en prie. La République ne veut pas dire remise en cause de certaines valeurs traditionnelles. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas ce que je dis. Donc la République, c'est aussi ça. C'est-à-dire savoir que on a une histoire, on a des ancêtres, on a un passé, on a un peuple. C'est aussi ça la République. Maître Fabien Kenyé, votre regard sur cette, on va dire comme ça, affaire de la reconstruction de la porte d'entrée de Foumban. Ça, là, il faut dire d'emblée que dans une république, tout est encadré par la loi. Et ne peut, et personne, aucun citoyen, quel qu'il soit monarque ou quoi que ce soit, ne peut agir en dehors de la loi. En principe, il devrait y avoir un conflit sur la construction de cette porte d'entrée de Foumban. Mais je peux vous dire que sur le site plan de la légalité, l'urbanisme dans quelques villes, que ce soit dans quelques collectivités déjà décentralisées, que ce soit, est dévolu au premier chef, au maire. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez entreprendre quelques ouvrages que ce soit sur le plan de l'urbanisme, ça relève... Le sultan n'est pas allé arranger la voirie, monsieur l'avocat. Ça relève... L'urbanisme n'est pas question aussi, c'est un monument historique. Non, il ne faut pas mélanger. Ça relève, et cela est... C'est pas un problème d'urbanisme. Ça relève, et cela est incontestable, de la compétence du maire. Non. Il se trouve tout simplement... Le sultan n'est pas allé qu'on en est arrivé à une situation... Non. Il se trouve tout simplement qu'on en est arrivé à une situation où nos ont perdu de leur substance. Parce que voyez-vous, quand vous entrez dans la hiérarchie de l'administration, on considère le chef traditionnel au rang desquels le sultan des Bamoun, dont la monarchie est vieille de pratiquement 6 siècles, autant que je me souvienne, comme un auxiliaire de l'administration. C'est-à-dire ravalé au dernier rang en termes de considération administrative. Auxiliaire pour vous signifie quoi? S'il vous plaît. Non, je vais vous dire, je dis bien. Vous n'avez pas me dit par exemple qu'un maire de la ville, que le sous-préfet lui est supérieur, n'est-ce pas? Mais il se trouve que le sous-préfet est le supérieur. S'il vous plaît. Il se trouve de péjoratif là.
Vous voyez, vous m'empêchez de parler des Non, parce que vous dites des ne choses. Ne passionnez pas, j'essaie bien que vous ressortissants de cette zone-là. Moi, je vous dis que rien ne peut se passer sans la loi. Or, la loi est définie. Laquelle? Qui donne raison au sultan. Et je vous dis, s'il vous plaît, ne soyez pas là-dessus. Ne vous laissez pas, monsieur Alain Djikou, ne vous laissez pas emporter par la passion parce que vous êtes ressortissant du nom. Cela peut se voir ailleurs. Moi, je suis ressortissant de Bafou, n'est-ce pas? Autant que je le sache. Vous n'avez pas de problème. Je vous dis, sur le plan de la gestion, s'il vous plaît, j'insiste, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Tout le problème se pose en ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans un cas où nous avons face aux maires à qui sont devenus les pouvoirs de gestion de l'urbanisme un opposant politique qui doit être effiodé au RDPC. Parce que le RDPC, pour lui, vous êtes administrateur, vous êtes chef traditionnel, vous devez absolument faire partie de son parti. Or, cela met la population en embarras. Voyez-vous, au niveau de Dunouna, par exemple, ou de Fumban, dans la confrontation entre le sultan de Bamoun et le maire, c'est le maire qui l'emporte, alors que cela ne devrait pas se faire. Le maire n'a pas besoin d'être... Le sultan n'a pas besoin de se soumettre au suffrage de sa population. Rapidement, Martin sur cette affaire qui devrait en fait reconstruire la porte d'entrée. Oui, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que lorsque Dame Joya a reçu la parole hier, après tout ce petit désordre, elle a fait allégeance au chef, Monsieur Ndjipo, comment on appelle encore, comment on fait allégeance au chef, au roi Bamoun. Pour la petite histoire, avant de prononcer son discours, qu'elle a finalement prononcé, malgré l'omission volontaire du protocole. Tu préfères, là, pas citer le préfet, mais pour ajouter à votre moment, elle a cité le sultan de Bamoun. De parole. Et elle a bien dit ceci: Monsieur, Sa Majesté, ne forme pas membre. C'est-à-dire le roi de Bamoun. Donc, pour une fois sur la place publique, elle reconnaît quand même qu'elle est sultan. Elle n'a jamais. Voilà donc, elle a reconnu, elle a fait allégeance au roi, au sultan. Donc, elle a fait allégeance elle a fait allégeance devant tout le peuple Bamoun. C'est l'une des rares. Elle a fait allégeance. Elle doit donc se conformer à cette exigence traditionnelle. Si elle ne se conforme pas, elle doit donc savoir aussi que l'exigence traditionnelle a aussi une autre exigence mystique parce que le sultan est investi d'un pouvoir mystique et c'est son sujet. Elle doit comprendre quel est le sujet du roi de Bamoun. C'est pour ça qu'elle elle lui a fait allégeance. Elle doit donc, en faisant donc allégeance, elle doit se rapprocher. Ça, c'est sur le plan culturel. C'est sur le plan culturel. Il faudrait d'abord. Nous sommes en culture. Vous devez donc. La porte d'entrée, c'est un monument. Et la République dans tout ça. C'est le roi Mbongo qui doit refaire la porte du palais. Du palais du sultanat. Sur la base de quel texte? Alors, vous devez donc comprendre. Sur quel fondement? M. Ndjipo l'a expliqué là tout à l'heure. Vous devez donc comprendre. Non, ça vous devez donc comprendre. Ayant fait allégeance, on va se conformer aux exigences du roi. Merci, cher monsieur, d'être venu. Hein. On vous montrait un document où il était effectivement prévu que... Oui, ça c'est le document officiel. En matière Mais pourquoi on a changé ça sur... Non, c'est le document officiel qui organise les installations officielles présidées par une autorité administrative. Donc, il démontre que il y a deux discours. Celui de Merci, on va prendre rapidement Abdelaziz Moundé, rapidement, vraiment, Abdelaziz, en quelques minutes, en quelques secondes, on va dire. On sort de l'émission, dites-nous, cette guéguerre qui devrait reconstruire le mur de la porte d'entrée de Fumban. Abdelaziz Moundé. Merci Serge Alain, au tout de dire porte d'entrée de Fumban. Ce n'est pas la porte d'entrée du palais royal, parce que la porte d'entrée du Fumban est au moins 3 km de l'entrée du palais royal. Donc c'est la porte d'entrée symboliquement de la ville de Fumban. Tout à l'heure, Alain Djipo a évoqué la loi. Nous nous situons dans le cadre de la République. C'est-à-dire que même les correspondances du roi des Bamoun, du fond des Bamoun, ont d'abord République du Cameroun. Je pense que ce qui devrait se passer à Fumban, on a parlé tout à l'heure d'allégeance et de suggestion. Non. Il faudrait qu'on repense notre État à l'aune, effectivement, de ce qui s'est passé et de la confusion déjà qu'il y a entre les militants du RDPC, les militants des partis politiques qui sont également des chefs traditionnels dans notre pays. Parce que le problème à Fumban principal est la rivalité politique entre Ibrahim Bomondjoya et Adamou Ndamjoya, entre Ibrahim Bomondjoya, qui est le fils du sultan Jimolou Seydou,
et un certain nombre de personnalités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, peut-être que j'ai été un tout petit peu long, Serge Alain Tout, je m'en excuse, mais il fallait donner un cadrage historique pour comprendre ce conflit. À Fumban, il y a les rivalités politiques et qui influencent la question administrative et juridique. Quand on dit que c'est la région qui s'occupe des monuments historiques, on parle précisément de république et donc on parle d'État. Quand on dit qu'on parle de région, on parle de collectivité territoriale, dont la commune fait partie. On ne peut pas imaginer dans un pays une construction urbaine dans le domaine public sans que le maire de la ville en soit informé, en soit impliqué. Ce n'est pas possible. La porte d'entrée de la ville de Fumban se situe sur l'espace public. C'est-à-dire que c'est une emprise d'une route publique. Donc on ne peut pas imaginer que l'autorité locale, l'autorité traditionnelle locale, en l'occurrence le sultan, qui est dans son bon droit. Vous savez, quand le sultan est allé faire le rituel, c'est vraiment le sacré, c'est le rituel, c'est le symbolique, ça relève de ses compétences. Mais maintenant, en termes de cogestion, en termes de collaboration, il faudrait, le roi des Bamoun, j'ai participé comme beaucoup de personnalités, beaucoup de Bamoun, au projet de construction du musée royal de Fumban. Et le musée royal de Fumban, le roi a fait les procédures administratives nécessaires de Fumban. Parce que dans une ville, vous ne pouvez pas construire sans que le maire en soit informé, sans que le maire ne soit impliqué. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'article 22 de la loi de 2004, du 22 juillet 2004, autant pour moi, portant régime applicable aux communes, dans son article 22, attribue au maire des compétences en matière d'occupation des sols, permis de bâtir et des permis de démolir. Donc il faudrait qu'à Fumban, qu'on revienne à cet équilibre-là. Ce qui revient au roi, donc au fond, au chef traditionnel, parce qu'il n'y a pas de Monaco au Cameroun. Monaco, c'est un État. Or, Fumban n'est pas un État. Fumban est le département, et appartient au département du Noun, et dans le département du Noun, qui est dans la République du Cameroun. Il n'y a pas de Monaco au Cameroun. Merci beaucoup à Blaziz. On va revenir. Merci, vous intervenez depuis Paris. Merci à Blaziz pour ce premier jet dans Equinox Soir. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus. Merci Xavier Bellemé Annan. Merci Maître Fabien Kenyé. Merci Martin Zan. Merci Alain Djipou. Un rectificatif. La porte d'entrée de Fumban n'est pas à l'entrée de Fumban, pour celui qui connaît Fumban. Je crois qu'Aziz se perd dans la scène là-bas à Paris. Il a oublié que avant l'entrée, la ville commence juste après Koutaba. Donc il faut qu'on va revenir. Fumban n'est pas hors de la République du Cameroun. Fumban merci, on va revenir. Merci, cher monsieur. Je crois que ce débat est très loin d'être terminé. Hein, voilà. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette émission Equinox Soir. Rendez-vous, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fumban. Avec la Kadibir et la Fondation Fouatoula Kadi des Fosso, restons solidaires. 50 millions de francs CFA offerts aux populations